Et cette info qui nous est parvenue il y a un petit peu plus d'une demi-heure maintenant. Airbnb revient sur sa décision de cesser la publication d'annonces de logements situés dans les implantations israéliennes des territoires. Pour en parler avec nous, le député des Français de l'étranger, Meir Habib, bonsoir. Bonsoir Benjamin Probert. On en avait longuement parlé sur cette antenne au moment où Airbnb avait décidé, par surprise, de faire retirer ces annonces dans les territoires. On va préciser que dans les faits, puisque nous étions allés à la rencontre d'habitants d'implantation, ce n'était pas encore appliqué. Visiblement, Airbnb fait marche arrière ce soir. J'imagine que pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. Comment pouvait-on stigmatiser un seul endroit au monde alors qu'on sait qu'Airbnb loue des maisons, des appartements en Iran, au Yémen, la partie contestée du Maroc, en Ukraine, dans l'ensemble des zones contestées à travers le monde, et qu'en Judée et en Samarie, il y avait une étoile jaune sur la Judée et la Samarie, c'est absolument invraisemblable. Moi j'étais même prêt à boycotter les boycotteurs, c'est-à-dire à appeler à boycotter Airbnb. Manifestement, il faut marcher en arrière, dont acte. Et c'est à bon entendeur salut pour les autres. C'est quand même un signe, parce que si Airbnb avait à l'origine pris cette décision, c'est peut-être sous une certaine pression pas forcément du BDS, pression d'autres organisations. C'est donc que désormais il faut être à cheval derrière chaque organisation qui va décider d'aller ou de venir s'implanter dans les implantations. Les implantations juives de Judée-Samarie resteront pour leur écrasante majorité, pour l'éternité, implantations juives. Dans le cadre, y compris d'un accord que nous souhaitons tous, entre Palestiniens et Israéliens. Parce qu'il y a près de 500 000 personnes aujourd'hui qui habitent là-bas et personne ne pourra les déloger. On ne peut pas imaginer qu'un juif n'ait pas le droit d'habiter en Judée, imaginez-vous. Après, ce sera aux Israéliens et Palestiniens de voir s'il y a des concessions à faire. Jusqu'à maintenant, ma conviction, c'est que les retraits territoriaux n'ont jamais amené la paix. Par contre, le vivre ensemble, l'économie, l'acceptation des uns et des autres, ça oui, c'est pas, hélas, les événements de la semaine dernière qui vont tellement dans le bon sens. C'est ma conviction. Mais comment vous interprétez les aléas de Airbnb qui fait un pas en avant, un pas en arrière? Écoutez, moi je ne connais pas ce qu'il y avait dans la tête Airbnb, c'est plutôt surprenant. Mais manifestement, il y a le politiquement correct, la Judée et la Samarie, ce qu'ils appellent les colonies, ou la Cisjordanie. Moi j'appelle ça la Judée et la Samarie, parce que c'est le nom historique de ces endroits qui ont des milliers, des millions d'années. C'est toujours appelé la Judée et la Samarie. Manifestement, il y avait une envie de boycotter. C'était parti d'une saillie qui je ne sais pas d'où elle venait, qui a été très mal perçue, je peux vous le dire, par l'ensemble des gens qui sont attachés à la liberté, en général, à la cohabitation. Je sais que le gouvernement israélien, pour en avoir parlé avec le Premier ministre, c'était furax. Manifestement, il y a eu marche en arrière, on en prend acte. Alors, le gouvernement israélien, justement, arrêtons-nous quelques instants sur Benjamin Netanyahu qui va rencontrer le président brésilien Bolsonaro. Ça a été annoncé officiellement entre le Brésil, les États-Unis, l'Italie, la Hongrie. On sent qu'Israël se rapproche de plus en plus de certains pays, dirigés par, on va dire, par des candidats populistes, et s'éloigne de plus en plus... Ils ont été élus démocratiquement. En tout cas, de certains candidats qui sont très différents des anciennes démocraties traditionnelles européennes. Comment vous voyez justement ce transfert d'amitié et cet oubli presque aujourd'hui de l'Europe? D'abord, Benjamin Netanyahu, le Brésil a voté, le pays c'est un immense peuple, un grand peuple. Ils ont élu M. Bolsonaro à sa tête, et M. Bolsonaro a en plus décidé d'appliquer, une fois n'est pas coutume par rapport à certains, une décision de campagne. Il va transférer son ambassade à Jérusalem. Je pense que c'est quelque chose d'important. J'aimerais tellement que nous, Français, faisions la même chose. J'invite le président Macron à transférer son ambassade à Jérusalem de Tel Aviv. C'est mon souhait, c'est le souhait de la majorité des amis d'Israël. En tout cas, la majorité de mes électeurs, des franco-israéliens, ici, qui m'ont élu, parce que c'était clairement dans ma ligne de campagne. Tout simplement parce que Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis des milliers d'années. Parce que pour arriver à la paix, on ne peut pas baser la paix sur un mensonge historique. Parce que jamais Jérusalem, jamais dans l'histoire, Benjamin Probert n'a été la capitale d'aucun autre État. Et parce qu'on ne peut pas appeler quelque chose qui est blanc, on ne peut pas appeler ça noir ou vice-versa. Jérusalem restera pour l'éternité la capitale du peuple juif et de l'État d'Israël. Et j'invite mon pays, la France, dont je suis parlementaire, à transférer. Il y a de plus en plus de parlementaires qui me disent... j'ai même interrogé d'ailleurs il y a quelques semaines Laurent Wauquiez, je n'ai pas encore de réponse, mais j'espère avoir en tout cas beaucoup d'amis, beaucoup de parlementaires qui me disent que réellement...
pour simplement, ce qui n'empêche pas peut-être demain d'arriver à une paix avec une solution équitable. Mais pour moi, la capitale aujourd'hui de futur État de Palestine, en tout cas l'autorité palestinienne, c'est Ramallah. C'est Ramallah. Il n'empêche, vous me dites que vous appelez les parlementaires français à aller dans votre sens. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement, en tout cas, va dans un sens totalement inverse quand, par exemple, il décide de récompenser l'organisation B'Tselem. C'est absolument scandaleux. J'ai eu, vous m'aviez interviewé il y a 2 semaines de cela à peu près, j'ai vu la garde des Sceaux, on s'est entretenu, elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant. J'avais clairement demandé sa démission, parce que comment pouvait-on imaginer que la personne qui est censée faire appliquer la loi la transgresse en me remettant un prix à des gens qui sont des terroristes, parce qu'il y avait un terroriste, un membre du FPLP, et des gens qui ont inventé le BDS. Et on va rappeler qu'ils ont reçu le prix des droits de l'homme de la République française 2018. C'est absolument délirant. J'ai interrogé, y compris en 48 heures, la garde des Sceaux et le ministre des Affaires étrangères qui manifestement m'a dit qu'il n'était pas au courant. Il n'était peut-être pas au courant, je parle de Jean-Yves Le Drian, c'est dans une séance publique lors de la Commission des Affaires étrangères, mais c'est un ambassadeur des droits de l'homme du Quai d'Orsay qui l'a remis. Il y a cette obsession, il y a cette schizophrénie au Quai d'Orsay qui, en permanence, dit en permanence vouloir faire des pas pour restaurer l'amitié entre la France et Israël. Et concrètement, chaque jour, il y a une petite pique, que ce soit par rapport à l'Iran, par rapport au Liban, par rapport au Hezbollah, par rapport aux déclarations, y compris, ça c'est pas le Quai d'Orsay, du Premier ministre Édouard Philippe, qui parle de blocus, y compris dans une soirée où il était invité, où il a eu plutôt des paroles positives quant au commerce entre la France et Israël. Il n'y a pas de blocus à Gaza, il n'y a pas de blocus d'Israël, il y a tous les jours des milliers de camions qui passent. Le problème, c'est que je nous invite, nous, Français, à prendre exemple un peu sur la façon dont les Israéliens font respecter un peu l'ordre, la sécurité. C'est un blocus qui, rappelons-le, ne concerne que les produits en dur. Parce qu'imaginez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, chez nous, en France. Sur la place de l'Étoile, où on a profané la République, où on a éborgné Marianne, où moi, en tant que Français, j'ai pleuré ce jour-là de rage en voyant les symboles le plus forts de notre République être éventrés et éborgnés. Manifestement, ça n'a pas fonctionné totalement au niveau, en tout cas, il y a 2 semaines de cela, au niveau sécuritaire. Donc, imaginez-vous ces hordes sauvages qu'on devrait laisser rentrer en Israël, rentrer dans des kibboutz. Ils essaient par tout prix de creuser des tunnels d'attaque pour tuer. J'ai rencontré, il y a 2 semaines justement à Paris, le papa de Hadar Goldi, qui est détenu par le Hamas, et qui est dans un désespoir absolu. Il voudrait avoir le corps de son fils. C'est pas très compliqué de rendre un corps. Même ça, il refuse de le faire. Donc, de grâce, je dis, arrêtons, nous, Français, de donner des leçons aux Israéliens au niveau de leur sécurité. C'est un minuscule État qui défend nos valeurs, qui se bat depuis sa création contre des hordes de sauvages, parce que c'est le cas. Certains pays arabes modérés commencent à le comprendre. J'aimerais bien que nous, Français, arrivons aussi à le comprendre. Alors justement, la France a été frappée de plein fouet par le terrorisme la semaine dernière à Strasbourg. On va rappeler les derniers éléments de l'enquête, puisqu'on a appris aujourd'hui que 2 suspects ont été placés en garde à vue. Ils sont visiblement soupçonnés d'avoir donné l'arme au tueur. Et je vous rappelle que cet attentat a fait 5 victimes. Meir Habib, la France s'est-elle de nouveau réveillée face à cette réalité du terrorisme? Est-ce qu'elle avait un petit peu oublié que c'était devenu aussi son quotidien? La vie doit toujours prendre le dessus. Bien sûr qu'on essaie d'oublier le terrorisme, mais hélas, Benjamin Pétrovert, on a eu 32 terroristes depuis 2012, 32 terroristes dont, écoutez bien, 66% étaient fichés S. 66%. On a eu près de 260 morts, imaginez-vous, chez nous en France, victimes du terrorisme islamique djihadiste. Il faut appeler un chat un chat. C'est pas simplement du terrorisme. Vous dites fiché S. Est-ce que justement le recours, cette nomination fiché S, n'est pas devenu l'alpha et l'oméga du renseignement français aujourd'hui, sachant évidemment qu'on ne doit pas enfermer tous les fichiers S? On ne peut pas enfermer tous les fichiers S. Mais l'objectif, c'est attentat 0 et victime 0. Et moi, si jamais il y a un doute, je préfère qu'il profite. Et donc la méthode, c'est quoi? Je vous explique. Moi, s'il y a un doute à avoir, je préfère qu'il profite aux victimes, aux Français, aux citoyens, qu'aux terroristes. C'est vrai que tous les fichiers S ne sont pas des terroristes en puissance. Mais si jamais on doit avoir besoin de temps en temps de mettre des gens en détention administrative, il faut le faire. Si jamais on doit pouvoir... tous les fichiers S. Certains fichiers S, pas tout. On ne peut pas mettre 18 000 personnes en détention administrative. On est quand même dans un état de droit. Donc c'est on doit améliorer notre renseignement.
On doit prendre exemple sur certains renseignements qui fonctionnent bien. En particulier, je vous dis, je parle d'un pays que je connais bien, c'est les Israéliens. J'ai rencontré il y a quelques années avec Guillaume Larrivé, Georges Fenech et Eric Ciotti, le patron du Shabak. Et il disait, moi, tant qu'il y a un mort, je suis responsable. Il était passé de 500, Yoram Cohen, à 29 morts. Mais il dit, mais le jour où il y aura... nous sommes responsables de la sécurité de nos concitoyens. Si jamais pour ça, Benjamin Petrovert, il faut mettre en détention administrative quelqu'un qui nous paraît suspect, selon des informations, on doit pouvoir le faire. Parce que c'est pas normal que quelqu'un qui est français, qui est né à Strasbourg, qui est un enfant de la République, parte tuer des innocents, un père qui ne verrait jamais ses enfants qui sont dans un café au marché de Noël. Ça, c'est pas possible. C'est ça qui est pas possible. Si jamais, on pourra peut-être se tromper, ils seront libérés, mais de temps en temps, la détention administrative doit être un instrument de la loi. Vous êtes favorable. Il faut terroriser les terrorismes, les djihadistes. Comme avait dit notre ami Pasqua, regretté Pasqua, aujourd'hui, il faut changer de méthode. Manifestement, on s'est amélioré, attention. Il ne faut pas dire il faut, il y a qu'à. C'est mieux, pour avoir été 2 fois vice-président des attentats, après l'hypercacher et après Bataclan, il y a eu beaucoup de mesures, mais c'est pas encore suffisant à mon sens. Une dernière question, Meir Habib. Certains juifs de France choisissent aujourd'hui de venir vivre en Israël. Leurs conditions de vie, une fois qu'ils arrivent en Israël, ne sont pas toujours faciles. Et je sais que vous allez rencontrer Benjamin Netanyahou cette semaine pour en parler. Absolument. Écoutez, moi je suis notamment élu des franco-israéliens. J'ai fêté la semaine dernière avec les franco-italiens Noël à Paris. C'était une soirée magnifique, mais là, en l'occurrence, je suis en Israël avec les franco-israéliens. Et mon objectif est qu'une fois que les gens décident, et moi j'espère qu'ils viennent en Israël par sionisme et par choix, et pas par fuite de la France. Et là, ces dernières années, ça a beaucoup été par fuite, plutôt que par choix. Le sionisme est un choix magnifique, qui est dans l'ADN du peuple juif depuis 2000 ans. Mais pour cette question d'intégration aujourd'hui, que peut faire le Premier ministre israélien? Parce que le premier, je pourrais en avoir parlé à 2 reprises par téléphone avec le Premier ministre, il a décidé de prendre à bras-le-corps, comme il l'a fait il y a quelques années, nous avons réussi au niveau de l'équivalence des permis de conduire, au niveau de l'équivalence des diplômes, ça a été des révolutions extraordinaires. Il y a maintenant en particulier au niveau du marché du travail, au niveau du marché du logement, au niveau de l'intégration, au niveau de la langue, au niveau des conditions d'intégration, il y a beaucoup de points. Il y avait une réunion ce matin que j'ai eue dans la commission d'intégration à la Knesset, où j'ai été invité à Escalité pour améliorer la vie des Français du mieux qui décident de faire aller en Israël. C'est ce que Benjamin Netanyahou a décidé de faire et c'est ce que j'espère. Donc ça va aller dans le bon sens. Ça va aller dans le sens, vous allez avoir très bientôt de très bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Meir Habib, d'avoir été en direct avec nous ce soir.